C'est-à-dire que là, on était sur le pull de Clémence, en fait. Donc, est-ce qu'on continue là-dessus? Ah bah on peut faire une émission complète dessus si Parce tu que veux. si tu voulais Alors c'est pas de la laine, c'est du synthétique. Ça, c'est une déception quand même. Bah ouais, mais c'est moins cher. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète et détaillée qui soit, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. À mes côtés, un gang de chroniqueurs prêts à en découdre. Ils s'avancent vers le micro en claquant des doigts. J'ai le plaisir de retrouver Julien, Rafik et Stéphane. À la technique, celui qui fait des claquettes avec la console, champion de Mambo toute catégorie. Bonjour Alain. Faut que je fasse des claquettes là? Ouais, bien sûr. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Vos contributions, elles nous servent à quoi ? Eh bien, à développer de nouveaux programmes originaux, rien que pour vos petites oreilles, le tout en gardant notre indépendance et le ton qui nous caractérise. Alors, le programme qu'on vous prépare en ce moment, ça s'appelle Déjà Vu, une émission qui explore les codes du langage cinématographique. C'est Rafik, ici présent, C'est moi. qui va présenter cette émission. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on en est dans cette Les campagne de trompettes qui financement accompagnent l'arrivée de Rafik, regardez. Est-ce que bientôt on va pouvoir la voir ? Descend sur son escalier doré. Alors, on est presque sur le point d'avoir atteint le palier nécessaire sur Patreon, patreon.com, mot-clé Capture Mag. Vous avez une petite vidéo de présentation si vous vous rendez à cette adresse. Tu es très beau dessus. Comment ? T'es très Merci beau. Julien, Non, mais mais c'est parce que j'ai vu ça. c'est Alain qui a choisi le cadre. Et donc on est presque arrivé au palier, on n'y est pas encore. Donc là, on a encore besoin de quelques soutiens supplémentaires pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir au moins commencer la production de l'émission. En fait, comme c'est une émission qui demande quand même un peu de moyens, on comptait également sur un bonus, un soutien extérieur qu'on n'a pas eu. Donc là, vraiment, c'est nos patrons qui vont déterminer l'existence de cette émission. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo de présentation. Donc comme tu l'as dit, c'est effectivement une émission. Alors moi, je dis pas sur les codes de la mise en scène, mais plutôt sur les tropes visuels, c'est-à-dire des choses qu'on est habitué à voir dans tous les films, sans se demander finalement d'où ça vient, qui a été le premier film à le faire, et aussi comment les films se répondent les uns les autres en utilisant ces figures de style en fait. Et en faisant toutes ces références. Voilà, c'est ça. Et des choses tellement évidentes en fait, et tellement connues que finalement personne ne les questionne, et j'ai toujours aimé les choses justement évidentes et non questionnées. Voilà, combien est-ce qu'il nous manque pour atteindre notre objectif ? J'ai plus exactement la somme, je crois que c'est Alain qui gère les comptes. Alors pour être exact, on est à moins de 200 € de l'objectif, donc il manque plus grand chose. Donc c'est faisable. Ouais. C'est très faisable. Et je tiens à préciser que la page Tipeee existe aussi. En fait, vous avez le choix. C'est soit vous rendez sur tipeee.com au Capture Mag, soit Patreon. L'un ne va pas sans l'autre. L'économie de Capture Mag, en fait, elle a besoin de ces deux pôles aujourd'hui. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de faire Déjà Vu, tout en conservant Sale Temps pour un film, Capture Mag le podcast, et les autres émissions qui existent. Même si elles sont pas toutes financées grâce à ça, on donne beaucoup de notre personne et de temps pour donner vie à tout ça. Et l'objectif en fait, on compte sur vous, les tipeurs, les patrons, pour porter un peu Capture Mag et nous aider à avancer, à vous proposer tous ces petits programmes qui vous parlent tant. Bon, Rafik, tu veux ajouter quelque chose ? Non, je voulais simplement dire que je trouve que c'est
un sujet intéressant et que les gens devraient trouver ça pas mal et apprendre quelques trucs au passage. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien? Bon, moi, du moment que c'est Rafik qui le fait, moi, ça me va. Hein. Julien, c'est uniquement pour le côté esthétique et érotique. Exactement. Bon, on va dire qu'on vise d'atteindre ce palier pour la fin de l'année. De toute façon, on vous tiendra au courant régulièrement de où on en est dans cette campagne. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse vous tenir au courant et qu'on ait un petit peu de visibilité. Donc, si vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, direction l'Upper West Side des années 50. D'un côté, les Sharks, immigrés d'origine portoricaine. De l'autre, les Jets, américains d'origine européenne. Les deux gangs rivaux font la loi et s'affrontent dans un quartier voué à la démolition. Ouais, mais quelques grammes de douceur dans ce monde de brutes. Maria, la sœur du chef des Sharks, et Tony, liés aux Jets, se croisent lors d'un bal et tombent éperdument amoureux. Un amour forcément impossible. Bienvenue dans West Side Story. West Side Story, c'est d'abord une comédie musicale créée en 1957 par Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Lawrence. Un Roméo et Juliette des temps modernes, joué 732 fois à Broadway avant de partir en tournée. 1961, une première adaptation sort au cinéma avec Jerome Robbins et Robert Wise aux commandes. Le film décroche 10 Oscars et devient un phénomène. 2021, une seconde adaptation débarque en salle et cette fois c'est le grand Steven Spielberg qui s'y colle. Au scénario, on retrouve Tony Kushner avec qui il avait déjà collaboré sur Munich en 2005 et Lincoln en 2012. Leur objectif, proposer une version plus proche de l'œuvre originale. Le film est tourné entre juin et septembre 2019 pour une sortie initialement prévue en décembre 2020. La date est repoussée d'1 an à cause de la pandémie et West Side Story nouvelle version est finalement programmée pour une sortie le 10 décembre aux États-Unis. En France, on est chanceux, on a 2 jours d'avance, il est en salle depuis ce 8 décembre. Alors c'est le moment où je me tourne vers le gang capture. Les gars, c'est quoi votre météo perso pour West Side Story ? Le plus beau jour de printemps. Waouh. C'est vraiment le moment où tu te dis « Ah mais c'est le printemps, ça y est, il fait très très beau et en même temps c'est très très doux, c'est très agréable. » Alors pour moi je suis plus passé à l'été parce que je trouve que c'est particulièrement bien éclairé et lumineux, donc c'est l'heure de sortir le transat et le jus d'orange. Par contre prenez bien conscience en regardant le magnifique coucher de soleil que c'est peut-être un coucher de soleil. Moi, je passe directement à l'aube. Pour moi, c'est une aube rougeoyante, pleine de promesses, extrêmement vivifiante. Peut-être l'aube de la journée de printemps de Stéphane. Eh ben, pour une fois, vous faites mentir le nom du podcast. C'est un beau dent pour un film. Vous allez nous expliquer pourquoi en détail. Je vais peut-être commencer parce qu'en fait, je pense que j'ai moins de choses à dire que mes collègues ici présents, quoi. Et que même si j'ai vraiment adoré le film, je pense que je vais commencer juste par dire un truc qui est à mon sens important. C'est quand tu vois un film comme West Side Story par Steven Spielberg, même si je pense que je mets de côté le Robert Wise pour l'instant parce que c'est un film qui a 60 ans, c'est un classique, c'est un film que tu découvres quand t'es enfant, etc., etc. Je pense que ce qui est important quand tu découvres un film comme West Side Story par Spielberg, c'est il pose ce questionnement du langage du cinéma et de la façon dont tu regardes en fait les films. Et c'est important parce que, mine de rien, ça définit beaucoup de choses sur notre vision à nous, je pense, globalement ici, autour de ce micro sur du cinéma, et ce qu'on essaye d'expliciter généralement aux gens de ce qu'on trouve là-dedans. Alors pour moi, c'est un film qui est complexe, West Side Story, parce que je l'ai vu qu'une fois, comme je pense tout le monde ici, et du coup, en fait, c'est encore difficile de l'appréhender, parce que tu te prends le choc émotionnel dans la gueule, et c'est un choc purement cinématographique. C'est-à-dire que moi, je le dis très honnêtement, je suis pas un grand fan de comédie musicale, à mon grand dam, parce que c'est normalement un genre extrêmement cinématographique. Principalement parce que j'ai un problème avec personnel, tout à fait personnel, avec la musique à la Broadway, quoi, c'est-à-dire les shows à la Broadway. Peut-être qu'il y a quelque chose de trop, je vais sûrement faire bondir les gens ici, mais artificiel à mon sens, quoi, mais qui pas forcément transmis de la scène à l'écran, c'est qu'il y a vraiment il y a quelque chose dans la musicalité qui moi me pose toujours un petit problème, quoi. Donc j'ai beaucoup de mal à écouter par exemple des partitions ou des choses comme ça, en fait, des livrets à part. C'est voilà. Passer cette problématique là,
qui est encore une fois une problématique totalement personnelle. C'est pour ça que je le précise. C'est que malgré tout, en fait, pour moi, le cinéma, c'est censé te prendre en fait par je sais pas, la main ou par le cœur ou par ce que tu veux, etc., pour te propulser en fait dans ce que ça raconte, quoi. Et c'est justement exactement ce que fait West Side Story par Steven Spielberg. Encore une fois, je mets vraiment le Robert Wise de côté, qui est un très très beau film, mais dont moi, par exemple, j'ai pas une attache énorme, en fait, parce que ça fait 20 ans que je l'ai pas vu, qu'il y a des choses magnifiques dedans, mais encore une fois, c'est un film où je pense qu'à l'époque où je l'ai découvert, ça ne m'a pas, T'as pas bouleversé. Ça ne m'a pas attrapé comme le Spielberg m'a attrapé en l'occurrence là. Donc je veux dire, je le dis ouvertement, je pense que je préfère le Spielberg aujourd'hui après l'avoir vu qu'une seule fois. Ça sera à vérifier parce qu'il faudrait que je revoie les deux, quoi. Maintenant, pourquoi en fait j'ai fait cette intro, c'est pour préciser que voilà, dès le début du film, t'as une démonstration de ce que les gens pourraient appeler de la virtuosité, absolument incroyable. C'est-à-dire que je pense que c'est ce que ça a fait à peu près à tout le monde ici, c'est que d'un seul coup, et surtout après des années et des années de disette sur ce point de vue-là, en fait, on est vraiment à un point où le cinéma, le langage du cinéma est au point mort, hein, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas, il n'avance pas, il est même en régression totale en fait par rapport à ce qu'on peut te proposer dans les films qui sont censés pouvoir expérimenter, qui ont les moyens d'expérimenter financiers. C'est plus quelque chose qui intéresse en fait les gens qui font des films, j'ai l'impression. C'est en tout cas de manière globale, quoi. Et avec 5 minutes, 10 minutes en fait d'un morceau d'introduction, Spielberg te rappelle ce que c'est le pouvoir du cinéma. Et quand je dis le pouvoir du cinéma, c'est que je vais donner juste un exemple tout bête en fait, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un raccord séquence dans West Side Story où d'un seul coup t'as des personnages qui viennent de se lancer dans une chorégraphie dans l'Upper West Side, qui en fait à un moment donné se termine en jetant un caillou en fait hors champ, qui atterrit de l'autre côté en fait, si tu veux, sur comme une boîte de conserve, si tu veux, dans la main du personnage principal. Enfin. Et ce raccord séquence qui est tout bête, hein, qui est un truc qu'on a déjà vu plein de fois au cinéma, etc., c'est une manière en fait d'expliciter la distinction entre ce personnage qui était dans ce groupe avant et qui ne l'est plus, sans le dire en fait. C'est le langage de l'implicite, quoi. C'est-à-dire que voilà, en fait, toi, t'es juste censé ressentir, t'es pas forcément censé le voir, t'es pas censé le comprendre, t'es juste censé le ressentir, que ce petit moment de cinéma, et il y en a mais des tonnes dans ce film, quoi, en fait, te fait comprendre ça. Donc voilà, c'est ça West Side Story. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en fait, c'est ça et 30 millions de choses, hein, voilà. Mais c'est ça West Side Story, c'est-à-dire qu'on se retrouve en fait encore une fois à avoir quelqu'un, on le sait, hein, c'est Steven Spielberg en fait, qui a pleine possession de ses moyens, qui a une vraie révérence en fait, en tout cas par rapport aux matériaux aussi, quoi, qui sait ce que c'est, quoi, et qui sait qu'il peut pas proposer la même chose, quoi, et qui se retrouve tout bêtement à faire, le plus grand film de cinéma que j'ai pu voir, moi, c'est, je sais pas, 3-4 dernières années, quoi. Oui, c'est évident que dès l'ouverture du film, comme Stéphane l'a dit, on n'avait pas besoin de se parler tous les trois avec Julien, etc., pour savoir ce qu'on ressentait, en fait. Cette démonstration de précision, d'orfèvrerie dès le plan d'ouverture, avec cette caméra qui survole le chantier, qui descend sur la Wrecking Ball, cette grosse boule pour défoncer les immeubles, la façon avec laquelle les jets sortent du champ, apparaissent dans le champ et s'envoient les canettes de peinture avec les plans filés, etc., les raccords incroyables. Bon, t'es là effectivement, mais la réflexion que tu te fais dans ces moments-là, c'est que tu te dis, putain, mais on est à quel niveau là ? On est à un niveau, on est au niveau Spielberg. Et c'est là quelque part où c'est assez curieux, parce que il est devenu ce cinéaste une telle, à nos yeux du moins, instance de ce qu'est le langage cinématographique, que lorsqu'il fait preuve simplement de sa capacité à maîtriser ce langage, on voit pas, on perçoit pas où est-ce qu'on peut aller de plus, en fait. Qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus que ça, en fait. Il est au maximum, il est au top. Et moi, c'est en grande partie ce qui me questionne par rapport à ce film. J'ai vécu toute la projection vraiment en étant balancé. Alors je dois préciser, pour être dans la continuité de ce que disait Stéphane sur le rapport au cinéma, moi, le West Side Story original,
C'est un film que d'abord j'ai eu la chance énorme de découvrir en salle et je pense que c'est très important pour le choc esthétique. Mais c'est un film que je regarde régulièrement de la même façon, et j'insiste vraiment, de la même façon que je regarde Piège de cristal. C'est le même rapport que j'ai parce que effectivement le plaisir cinétique kinétique que je prends à West Side Story, c'est le plaisir kinétique et musical que je prends en regardant les chorégraphies de Die Hard. Et avec cette véritable maestria technique, si le langage du cinéma est un langage, en fait, ces films-là sont des films qui chantent. Ils sont pas là pour te dire les choses du genre, voilà, ici droite, la gauche, machin truc au milieu de l'écran. Non, ils sont là pour s'amuser avec ça. Entre le droite gauche écran, il fait des rimes, il fait gauche droite et droite gauche. Tu vois, enfin bon. Mais c'est ça, on est d'accord. Enfin, il y a un jeu avec ce que la mise en scène signifie. Du genre, je pourrais faire ça. Ça serait le truc basique, ça serait le plan attendu, et je vais faire ma petite pirouette parce que je suis en train de chanter, je suis en train de danser. Et donc, tu es devant cette maestria extraordinaire qui était déjà, à mes yeux du moins, dans le film originel. Le type de plan que Stéphane détaille, on l'a, hein, ces raccords fulgurants avec un personnage au premier plan qui rattrape un truc et tout. Robert Wise le faisait déjà. Or, Robert Wise, et je rajouterai peut-être Anthony Mann, ça a été deux patrons de Spielberg. Ce sont des gens qui lui ont appris en fait ce que c'était que la mise en scène. Il a regardé ces films-là en élève. Et quand il fait Indiana Jones en 1981, il rend systématiquement hommage au type de cadre et au focal que Wise utilisait dans West Side Story. Mais là, il arrive à un point où il dit « Je suis arrivé dans ma vie, en fait, à un moment où je peux me mesurer à ces gens-là. Qu'est-ce que je peux amener de plus, en fait ?» Et c'est là où le film, à mes yeux, devient presque macabre. C'est-à-dire que je le prends comme une forme de préparation à la disparition. C'est-à-dire, j'ai fait mon chemin, je suis arrivé au niveau West Side Story. Tu veux dire que en fait, on peut pas arriver plus haut, donc de toute façon, il ne peut que redescendre. Bah, c'est pas qu'il peut que redescendre, c'est qu'il peut que disparaître littéralement. Ouais. Moi, quand la bande-annonce est tombée de West Side Story, il y a un plan qui m'a fait froid dans le dos, qui est il y a le nom de Steven Spielberg qui apparaît à l'image, et on a les deux groupes qui arrivent en bord cadre, de chaque côté du cadre, dont les silhouettes viennent recouvrir son nom en fait et le faire disparaître. Et j'ai toujours pris très au sérieux les premiers teasers des films de Spielberg parce que j'ai toujours l'impression qu'il nous dit quelque chose à travers ça. Et moi, j'ai flippé. J'en ai parlé, je crois, avec Arnaud à l'époque. Je me dis, mais il s'apprête à mourir. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je veux dire, il est en train de dire au revoir. Il est temps de tirer ma révérence, tu vois. Alors peut-être juste préciser un truc. En fait, le film il est dédié à son père. Exactement. Qui est mort en fait cette année. Tout à fait. Voilà, et qui très important aussi. Ouais. Voilà, et c'est un film enfin c'est pas, le film ne parle pas de ça forcément, c'est pas sur le rapport au père, mais par contre par voix si, détournée. il parle du rapport au père, il parle du rapport à sa mère aussi énormément. D'ailleurs, à l'occasion, j'en profite pour remercier une femme qui nous suit depuis les tout premiers Capture Mag, qui s'appelle Jennifer Plouznikov et qui a travaillé sur le film. Elle est dans le générique de fin. J'ai vu son nom. Elle est dans la colonne de milieu, Jennifer. Si tu regardes bien, t'es dans la colonne du milieu. Ouais, je confirme parce que c'est Rafi qui me l'a pointé. Il m'a dit Jennifer est là. Ouais. Et en fait, elle avait fait un statut Facebook. Quand elle était sur le plateau pour parler de la fois où Spielberg, où le père de Spielberg est venu en fait sur le plateau, et elle disait c'est fascinant de voir Steven, donc quand même un vieil homme, de le voir se comporter comme un enfant. Il montrait à son père le film en mode presque t'as vu. Regarde papa ce que je le fais en fait, je le fais parce que West Side Story c'est le premier c'est le premier disque de musique non classique qui est rentré dans la maison des Spielberg, sa mère étant une pianiste concertiste etc. Basiquement c'était Rachmaninoff au programme, on faisait pas du Broadway quoi. Et c'est un disque sur lequel il a scotché quand il avait 10 ans. Quoi. Ouais, il expliquait qu'il connaissait toutes les chansons par cœur, qu'il a saoulé ses familles au dîner de famille parce qu'il les chantait non-stop. Et il explique en interview qu'il savait depuis toujours qu'il avait quelque chose à faire avec ce film, avec cette comédie musicale. Bien sûr. Et on se doute que si le disque était aussi apprécié chez les Spielberg, évidemment, à la sortie du film, la famille est allée le voir. Et lui, ça a été un choc, du coup, qui n'était pas seulement musical, qui était
En plus de ça, venait se rajouter l'incroyable cinématographie du film, qui a en gros déterminé le reste de sa carrière. Donc je vais pas rentrer trop dans des détails psychanalytiques, mais c'est vrai que Spielberg, il est un peu le fruit de ses parents, avec une mère artiste un peu... qui a toujours dans des hauts et des bas, bipolaire on va dire, et un père qui est au contraire quelqu'un d'extrêmement analytique, précis, qui travaillait dans l'informatique de l'époque à un très haut niveau. Et là, cette double identité, en fait, de quelqu'un d'extrêmement sensible, avec tout ce que ça peut aussi porter de dangereux parfois. Et méthodique. Et incroyablement méthodique dans sa façon de raisonner et de voir les choses. Mais en faisant, en se lançant dans cette aventure, c'est vraiment une façon de revenir à la source, quoi. Comme quelqu'un sur son lit de mort qui revoit les images marquantes de sa vie, quoi. Moi, j'aurais tendance à penser que, en fait, alors c'est pareil, je veux pas faire un truc, mais un homme meurt quand ses parents meurent, peut-être aussi, tu vois. Et je pense que c'est plus en fait cette logique-là que je verrais dans le film, parce que le langage du cinéma, il le porte toujours, Spielberg. Et après, peut-être que dans le cinéma ça meurt, mais voilà, enfin, je veux dire, je sais pas, j'ai du mal à voir ça comme un truc aussi négatif, mais bon, Toi, Julien, tu parlais d'Aube tout à l'heure, t'as pas la même appréhension? Non, pas du tout, parce que après, c'est une façon aussi de voir le monde et de voir la vie, qui est, je pense, un peu différente avec celle de Rafik. Moi, je dois dire en préambule que c'est pas facile pour moi d'en parler. Je l'ai vu qu'une seule fois et ça a été un choc émotionnel. Donc, il faut avoir cette honnêteté là de le dire. C'est que moi, il faudrait que je le voie une deuxième fois pour être parfaitement structuré dans mon propos et avoir un discours que je ne regrettais pas dans une semaine quand j'aurai revu le film. Mais moi, en préambule, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup pleuré pendant le film. Et ça a été une baffe monumentale. On a tous beaucoup pleuré. Ce score que j'ai réécouté énormément, j'ai pas arrêté de me réécouter. Moi, j'ai aussi un attachement très profond au film de Robert Wise, mais aussi au drame lyrique original. Et c'est d'ailleurs, c'est une petite aparté, mais c'est pas non plus inintéressant. Je serais curieux d'avoir votre opinion si vous en avez une. Mais je serais très curieux de savoir ce que Bernstein pense en fait de la version de Spielberg. C'est-à-dire que Bernstein, lui, il avait réenregistré une version de West Side Story des années après le film de Wise, des années après le lancement à Broadway. Ça a été d'ailleurs copieusement documenté. Il y a un documentaire absolument incroyable que je vous invite à visionner. Je crois qu'il est disponible en DVD. Il était passé sur Arte il y a quelques années, où tu vois Bernstein qui fait pleurer notamment José Carreras qui n'arrive pas à... Je sais plus quelle pièce, en fait, il arrive pas à enclencher. Et en fait, ce qui est marrant de cet enregistrement, c'est que moi, j'ai une relation un peu ambivalente avec, c'est-à-dire qu'elle est très... C'est quand même Bernstein qui dirige, donc il y a toute la puissance et la précision en fait que lui il avait impliqué là-dedans. Je crois qu'il y a un moment il se prend la gueule avec une violoncelliste qui se plante sur une note. Et parce qu'il y a une erreur de copie, je crois me souvenir que c'est ça. Et Bernstein il lui dit non mais moi et je me souviens très bien quand je l'ai écrit ce truc-là, il y a une erreur de copie, j'en suis sûr, il était 4h du matin quand je l'ai écrit. Mais ça montre bien, le mec est pété, hein. Enfin quand tu le vois là-dedans, c'est un mec qui était complètement hanté et habité. Tu peux pas écrire un truc pareil de toute façon sans être un peu en décalage avec le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pesanteur aussi très opératique. C'est-à-dire que lui, je crois que Bernstein, il avait aussi... il s'était inscrit enfin, il avait pris ses distances avec le côté opéra, avec cette pièce musicale, et malgré tout, il l'a ramené beaucoup dans cet enregistrement. Or, chez Spielberg, et c'est peut-être une des seules interprétations fortes, on va dire, d'écart fort par rapport au film de Robert Wise. Alors, je parle pas du livret, là, je parle vraiment des chansons et de la musique. Il a réinsufflé quelque chose de presque rock, en fait, là-dedans. Pardonnez-moi, j'ai pas les outils, moi, pour parler. Je suis pas critique musicale ou quoi que ce soit, donc j'ai pas forcément les outils pour... Mais il y a un truc dans le tempo, dans la façon, notamment qui vient aussi du fait des accents. C'est-à-dire qu'il est allé chercher vraiment des acteurs portoricains pour interpréter les portoricains. Et c'est pas... Alors, déjà, il y a un truc de respect, évidemment, là-dedans, qui coule de source, surtout aujourd'hui. Et tant mieux. C'était pas le cas dans le film. C'était pas du tout le cas. Ils étaient maquillés et tout. Rita Moreno, elle a une interview où elle disait c'était très embarrassant, en fait, pour elle à l'époque, quoi, parce que... Voilà, il y avait on s'embarrassait pas de ce genre de choses à l'époque. Mais je pense qu'il y a aussi un truc sur la musicalité en fait du truc, c'est-à-dire qu'il y a un truc de rapport en fait au rythme qui n'est pas le même et
qui redonne une vie incroyable, une vivacité en fait. Pas une vie, mais une vivacité incroyable au film. Bon, bref. Mais revenons sur le film en lui-même. Donc pour moi, il est un peu difficile d'être structuré. Vous venez de le voir avec cet aparté qui n'en finit pas. Mais déjà, le premier truc, mais je vais être un petit peu redondant avec Rafik, mais je vais le dire avec mes propres mots, c'est que je pense qu'il y a un truc où la comédie musicale et le cinéma, c'est la symbiose parfaite. C'est-à-dire que si le cinéma doit se rapprocher d'un autre art en particulier, pour moi, c'est pas la peinture et c'est pas la littérature, c'est vraiment la musique. Parce que le cinéma, ce qui définit le cinéma, à mon sens, c'est la maîtrise du temps. Et c'est pas un hasard si la comédie musicale est arrivée très très tôt dès qu'il y a eu le son, mais finalement la comédie musicale, elle était déjà là dans ce qu'on appelle le cinéma muet. C'est-à-dire que quand Méliès il faisait ses films, il y avait un mec qui était là, qui vous scandait le texte, et ça, c'est pas un hasard non plus, les chefs opérateurs et les projectionnistes à l'époque, c'était des manivelles, ils avaient des chansons sur lesquelles ils scandaient le tour des manivelles pour faire défiler la pellicule. La musique et le cinéma, ils ont toujours fonctionné de pair. Le King Vidor faisait diriger avec un métronome, et ses figurants, il les faisait diriger par des chefs d'orchestre, littéralement. Voilà, donc ça a toujours fonctionné ensemble, ça, toujours. Et le cinéma n'a jamais été vraiment muet. Il y a toujours eu au moins un pianiste ou quelque chose qui venait à côté. Donc il y a toujours eu une symbiose avec ça, et j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'à mon avis, de la comédie musicale, en tout cas des maîtres de la comédie musicale, découlent pour moi 3 autres genres qui sont le cinéma d'action, comme vient de le dire Rafik, c'est une évidence. Je veux dire, tu maîtrises le tempo, tu maîtrises la musicalité de tes images, de ta mise en scène, tu maîtrises ton action. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la comédie et le thriller, qui sont 2 genres qui se reposent quasiment intégralement sur la maîtrise du rythme. Plus que de la composition de l'image, plus que de la maîtrise du son, je ne sais quoi. C'est ça, c'est le rythme qui est qui est fondamentalement important. Basiquement, enfin, je veux dire, voilà, on va pas ramener John Woo et Jacques Demy, mais voilà, il y a de ça, en fait. Voilà, il y a ça à chaque fois. Et je pense que c'est pas un hasard. Si quelqu'un qui sait illustrer dans ce qu'on va dire être les branches, les extensions en fait, de la comédie musicale aussi fortement que Spielberg, à 74 ans, se confronte finalement, enfin, un petit peu avant 74 ans, puisque ça fait quelques temps qu'il a tourné déjà le film, mais se confronte enfin, ose se confronter à ça. Et ce qui est, je trouve, hallucinant, moi, dans West Side Story, c'est que moi, j'ai eu la sensation rarissime, dans tous les arts confondus, de voir un très grand maître qui est arrivé au sommet de son art et de sa maîtrise, se confronter à une pièce maîtresse de l'art dans lequel il s'est illustré, avec le cœur d'un enfant. C'est une basique ce que je dis, ça fait un peu formule toute faite et tout, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il y a un truc et c'est pour ça que je parle d'aube, moi, et que je pense pas qu'il y ait quelque chose de mortifère ou de crépusculaire dans ce film. C'est qu'il y a une vitalité, une foi dans le truc. Spielberg, il l'a jamais perdu. C'est hallucinant, ce mec. Il l'a jamais perdu. C'était pour Cry Macho, je crois, on avait déjà parlé en fait de ces œuvres de vieux bonhommes là qui te recentrent le truc. Mais avec tout le respect que je dois à Eastwood, tout le respect que je dois à Kurosawa. Quand Kurosawa il faisait Madadayo, ou quand Eastwood il fait Cry Macho, même un film plus réussi, il y a vraiment pour le coup, je trouve effectivement quelque chose de crépusculaire. Quelque chose où les mecs te parlent de la fin, d'un truc qui s'éteint, Spielberg, non. Spielberg, il est encore à 74 ballets, il se farcit un truc monumental, où la chanson America, qui était quelque chose de finalement petit dans le film de Robert Wise, commence avec dans un appartement étriqué, fini où la nana elle embarque des blocs entiers qui se mettent à danser et tout là-dedans, et toi t'es là-dedans, t'es dans la salle, t'as envie de te mettre à danser, c'est complètement dingue. Il a ça et il te célèbre encore l'amour avec la candeur d'un gamin quoi, qui te dit finalement et qui te comment dire, il te recentre ton âme, ton cœur, tout quoi en fait, ce mec. Et c'est pour ça que je peux pas ce qui est hyper intéressant, et là où je suis pas non plus d'accord avec cette lecture de Raph, c'est que Spielberg, et je pense que c'est pas un hasard, il a annoncé qu'il ferait un western.
Et quel autre genre est séminal et rassemble autant de trucs dans le cinoche que le western à côté de la comédie musicale? Il n'y en a pas. Et son prochain Il n'y film, en a le pas. western. Et ben oui, mais c'est par hasard s'il a osé s'y confronter, quoi. Et je trouve que voilà, il y a un truc du coup qui est fabuleux. Après, il y a donc toute cette virtuosité. Stéphane, on a déjà parlé et tout. Il y a peut-être un dernier truc pour le coup qui n'a pas été abordé, qui est sur la capacité, et ça je pense David Koechner qui a réécrit pour le coup le livret de façon relativement forte en fait, et qui était déjà scénariste chez Spielberg pour Munich, pour Lincoln aussi je crois, non? Oui, les deux. Et qui est un vrai dramaturge en plus, donc je pense que c'est un super choix, c'est parfait. Mais la façon qu'ils ont eu de se réapproprier un tout petit peu le livret pour lui donner un écho aujourd'hui. Nous qui sommes en France, en pleine... Ça se parle de New York, des années 50 et tout, mais qui sommes, je trouve, dans des problématiques politiques très fortes en ce moment avec l'approche des élections et tout. Ça parle de racisme, ça parle de xénophobie. T'as le truc qui arrive là, mais laisse tomber, quoi. C'est trop fort. Je veux dire, la scène dans le commissariat, là, comment, merde, j'ai oublié le nom. Sur Krupkin. Ouais, Krupkin, elle est ouf. Quand tu vois ça aujourd'hui, la façon... dont ça fait écho à aujourd'hui, cette espèce d'échec total, social, face à ces gamins en rupture de banc complet avec la vie en communauté, elle est glaçante presque. Elle est à la fois géniale parce qu'elle est hyper drôle, mais elle est glaçante également. Et le premier plan, et je trouve aussi qu'il y a du coup un discours dont je me souviens pas du tout moi dans le Robert Wise, mais peut-être que Rafik me contredira, mais sur la gentrification des villes, qui est dans le film, qui est d'une force aussi. Mine de rien, c'est des gens qui sortent de ruines au début. Hein. C'est ça le premier plan. Ça se déroule donc dans le Wise, elle est en arrière-plan. Mais elle est vague, hein, non? Tu as des moments effectivement où tu vois un New York en ruine. Parce que ça, en fait, ça se déroule dans des quartiers qui vont être rasés et sur lesquels on va reconstruire le Lincoln Chez Wise, Center. la caméra se met en contre-plongée. Donc finalement, tu vois pas. Alors que chez Spielberg, c'est en plongée. T'as une vue directe sur la désolation presque d'après-guerre. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que dans le Wise, la question de la territorialité, elle était posée très vite parce que t'as ces voyous qui arrivent et qui ont l'air menaçants. Et en fait, il y a une petite fille qui est en train de dessiner une marelle au sol. Et en fait, ils contournent tous la marelle. Aucun ne marche dessus. Et tu te dis, oui, en fait, le seul truc que ces mecs respectent, c'est le territoire. La gamine, elle a dessiné son territoire, ils vont pas rentrer dedans. Et c'est dit, encore une fois, d'une façon très chorégraphique, très cinématographique, sans passer par un langage littéral. Alors que chez Spielberg, c'est la canette de peinture, en fait. C'est la signature. Même si ces murs vont s'écrouler, on va mettre notre signature dessus, tu vois. On va barbouiller la signature du camp d'en face. Donc on est peut-être moins dans la territorialité que dans l'idée de laisser sa trace. Alors, et comme pour avoir revu le film original hier, il y a des tags partout sur les murs. Oui, c'est aussi ça. Écrit. Mais le tag pour moi, même dans le générique. C'est pas la question du territoire. Le tag, c'est la question de laisser sa trace. J'étais là, I was here, tu vois. Et d'ailleurs, c'est même explicité à un moment donné, puisque t'as le lieutenant, j'ai plus son nom, pas Krupke, mais le lieutenant. Voilà, qui fait connaître entre les lignes sa préférence pour les Jets par rapport aux Sharks, mais qui en même temps les traite de caucasiens attardés ou un truc comme ça. Alors, sous-entendu, vos aïeux ont eu 3 générations pour se faire une vie meilleure et aller ailleurs, et vous êtes encore là, quoi, tu vois. Et ça, effectivement, c'est l'idée que, comment dire, ils leur donnent pas l'autorisation de laisser leur trace dans cet univers parce que leurs parents n'ont pas fait le nécessaire pour dominer le pays, enfin en prendre possession et laisser les portoricains prendre leur place, en fait, tu vois. Il faut peut-être un petit mot du cast aussi, on n'a pas parlé. Parce qu'il y a vraiment une révélation énorme, je trouve, avec Rachel Zegler. Enfin, c'est une comédienne qui, quand le film démarre, tu payes pas de mine du tout. Pour moi, elle est parfaite. Et elle est incroyable, en fait. C'est-à-dire que plus le film avance, et plus, en fait, tu t'attaches à ce personnage et la façon dont elle le joue, quoi, qui est vraiment... Enfin, moi, je la trouve absolument... formidable, quoi. Et c'est une révélation parce que elle, pour le coup, c'est son premier film. Elle a été découverte sur YouTube à la base. Elle postait des reprises de différentes chansons et elle a participé à un casting. Finalement, elle a envoyé sa reprise de I Feel Pretty et
le processus s'est enclenché. Quelle scène hallucinante. C'est là où je me dis, je vais avoir du mal à voir Robert Wise, moi, quand j'ai vu. Pardon, excuse-moi, Clémence. Mais donc, ouais, Rachel Zegler dans le rôle de Maria, Ansel Elgort pour Tony. Alors, lui, c'est un autre. Moi, j'en suis très satisfait. Hein, Ouais, ça va, mais il est un peu effacé à côté des autres, quoi. Non, mais par rapport à Richard Bremer, oui, qui vraiment était une je suis d'accord, une machine à laver hein, ah oui, dans tu le film penses par original. rapport à ça, ouais. Ouais. Mais effectivement, les deux. Moi, j'aime bien Natalie Wood dans ce rôle, mais elle était pas trop portoricaine, c'est vrai. Non, mais pour le coup, elle marchait, elle fonctionnait. Elle. Par son énergie. Voilà, c'est ça. Elle a une énergie que la nouvelle a également. Et comme dit Stéphane, qui se révèle. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, c'est un petit bout de bonne femme. Elle est toute T'as pas l'impression qu'elle va faire grand bruit, quoi. Et puis tout d'un coup, tu fais, ah non, en fait, elle prend de la place. Mais de toute façon, à la fin, elle est terrassante. La meuf, elle bouffe l'écran, mais laisse tomber. Faut regarder ça comme ça aussi. Je pense que, en fait, sans vouloir faire un point Avengers ou quoi que ce soit, hein, automatiquement, on l'aurait pas découverte enfin, c'est-à-dire que l'actrice elle peut être une excellente actrice si en fait le rôle ne lui sert pas en fait son jeu et vice versa. Je veux dire, c'est pas une vraie révélation, on va dire, parce que ce que j'entends par là, c'est que un personnage doit se révéler au fur et à mesure où il avance en fait dans un film, et du coup en fait c'est le jeu de l'acteur et du personnage, et en fait l'attachement au personnage va de pair en fait. Dans un Marvel, en général, ils travaillent pas ce genre de choses. Donc, je dis un Marvel parce que c'est ce qui sort aujourd'hui et c'est là où on peut éventuellement découvrir des gens. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que là, commencer avec un Spielberg, forcément, la nana, en fait, elle a un pavé de star devant elle, en fait, une voix, en fait, pour voilà, il faut voir ce que ça va donner. Et puis, il faut voir le elle est incroyable, aussi, quoi. Hein. Mais je trouve en plus qu'elle fonctionne brillamment avec Ariana DeBose aussi, qui est pour moi l'autre. Alors, il faut parler de elle aussi, comme elle crève l'écran. Ouais, elle ravage tout, elle. Et le truc, c'est que elles ont. Alors, ça, c'est les personnages, c'est aussi la façon dont elles sont écrites, mais il y a quelque part dans l'ampleur que va prendre le personnage quelque chose du chemin inverse, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va petit à petit se déliter alors qu'elle est complètement solaire au début, elle écrase tout sur son passage, et elle va petit à petit se déliter. Bon, je veux pas vous spoiler si vous avez jamais vu le film Heureux Homme, Heureux Gens, mais alors que l'autre, elle va s'endurcir en fait, et elle va se révéler. Mais toutes les deux en fait, elles ont un truc où elles se répondent, quoi. Oh là là, mais c'est magnifique, quoi, la façon qu'elles ont de travailler ensemble. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez Rachel Zegler, c'est que, et pour le coup c'était pas le cas de Natalie Wood, c'est qu'elle a une beauté qui est pas évidente tout de suite. Elle est un tout petit peu prognate, par exemple, tu vois, la mâchoire qui avance un tout petit peu et tout, et elle est et en fait elle en est que plus belle en fait. Moi j'adore aussi dans les films quand c'est pas une beauté. Natalie Wood, elle est évidemment belle. C'est tout de suite, tu dis, ah, elle est très belle, quoi. Elle, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et j'adore ça parce que je trouve que la beauté, enfin en tout cas la beauté au cinéma, je crois que c'est Billy Wilder qui disait que la beauté au cinéma, elle était toujours à 2 doigts de la difformité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait un détail du visage. C'est vrai, il parlait ça en parlant de Marlène Dietrich. De Marlène Dietrich, oui. Et de ses pommettes. Mais voilà, il faut il y a un truc qui est pas normal dans le visage et qui a la limite d'être laid. Mais c'est cette limite qui est importante pour définir la beauté, en fait. C'est parce que ça donne du caractère au visage. Et effectivement, et c'est tellement rare le fait que sa mâchoire moche. avance un peu trop, c'est très sensible. Et c'est ça qui, tout d'un coup, la rend, entre guillemets, unique, quoi. Et du coup, il l'utilise beaucoup, hein, ce profil. Ouais, énormément, ouais. Et puis, il y a, voilà, après... il y a un truc, quand même, de mise en scène que j'ai réussi à déceler dans mon flot de larmes, qui est aussi un truc brillant de Spielberg. C'est que Tony est un personnage qui est marqué par la prison, hein. Et tout le film... c'est comment je vais enfermer Tony. Ouais. Alors, comment c'est lui qui s'enferme déjà au début, comment quand il va voir Maria, la scène du balcon qui est hallucinante aussi, la façon... C'est là aussi, tu vois, que Spielberg est un immense mec, c'est que il aurait pu en faire un truc grandiose de cette scène. C'est cette musique, il y a un truc dans le lyrisme de cette musique qui t'appelle à faire un truc avec un ciel étoilé, une lune, pas possible, machin. Non, il reste tout petit. Il resserre son cadre et tout. Et il l'enferme tout le temps. Il y a toujours une barrière entre deux en permanence et tout dans la façon de jouer sur les cadres. C'est là aussi où la chorégraphie, elle est brillante et signifiante à fond. Mais j'adore comment il travaille ça marche toujours dans un dialogue avec le film
avec le film originel, qu'il s'agisse du moment où il est en train de faire ses cartons avec dans le film originel c'est des bouteilles qui rangent, sauf que là en fait il y a un dialogue qui se fait avec son ancien copain justement autour de cette boîte de conserve qui passe d'un carton à l'autre, et par rapport à la scène du balcon, le plan il est emblématique du film originel, hein, le fait qu'ils soient tous les deux séparés par cette grille métallique, mais lui effectivement il en fait toute une chorégraphie, c'est-à-dire parce qu'il cherche dans la scène à franchir la barrière en fait, à trouver l'endroit par lequel il va pouvoir s'approcher le plus près de son visage, quoi. Mais c'est toujours encore une fois en dialogue avec le film originel. Mais il y a évidemment des plans, moi il y a des moments où je me suis dit ça fait 50 ans qu'il y pense. Ouais, c'est vrai. Hein. Le moment où il arrive justement dans cette ruelle et il découvre le balcon de Maria, il n'y a pas ce plan-là dans le film originel. C'est juste que le décor déjà dans le film originel est tellement beau, tellement Broadway, c'est justement ce grand escalier extérieur, qu'il a dû se dire ah là là, mais avec les techniques d'aujourd'hui, on pourrait se faire un putain de travelling pour découvrir ce décor-là. Et il le fait. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Kaminski, t'en as parlé un petit peu en amorce et tout. Moi, je suis pas toujours fan de Janusz Kaminski, du travail et tout. Mais là, laisse tomber. Et il y a un truc qui est très spécifique. Le travail du grain, en fait. Qui est hallucinant. Et il y a un truc très spécifique aussi, c'est que je me rappelle, moi, j'avais interviewé sur... attention les gars, sur Indiana Jones 4. Voilà, bon, ça y est, je l'ai dit. Et ça Kaminski... aurait pu être pire, ça aurait pu être sur son film à lui. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Mais en fait, il y avait un truc, ça m'a refait penser à ça, en fait, où Kaminski disait qu'avec Spielberg, ils essayaient de retrouver sur une D4 le degré de luminosité qu'il y avait dans les grands films hollywoodiens, en fait, d'une certaine période. Et là, mais alors c'est ça, mais puissance 10 000. Il y a un truc qui est dingue, c'est comment ils travaillent sur les flares, mais alors laisse tomber, il y en a tout le temps. Mais c'est pas comme chez J.J. Abrams, hein, c'est brillamment, ça fait partie de l'orchestration, en fait, du truc. C'est le truc aussi qui fait une espèce de célébration du cinéma, en fait. C'est comme si les flares faisaient partie, en fait, ils font partie de la chorégraphie de l'ensemble, quoi. Et des lumières qui illuminent l'écran tout le temps, en permanence, quoi. C'est limite si tu vois pas des projecteurs, en fait, partout, quoi. Et c'est pareil, il y a un truc déjà d'énergie qui sort là-dedans, et puis encore une fois de célébration du cinéma. C'est-à-dire que c'est comme si on te disait tu vois un film, mais c'est ça qui est génial et c'est ça qui va te bouleverser. Je sais pas, il y a un truc... La critique américaine a été très sensible à ça, parce qu'ils ont pas mal parlé justement du fait d'être complètement surpris par d'être sorti de la gamme, de ce qu'ils appellent la gamme du gris, parce que ça a été imposé en fait ces 10 dernières années, cette désaturation là, et on n'ose pas. On n'ose plus, oui. Ouais. Mais là, sous l'excuse, avec l'excuse de faire un remake d'un film des années 60, effectivement, on va aller tutoyer le Technicolor. Donc, ouais, bien sûr que les comédiens et les comédiennes vont avoir les fringues les plus péchues, les plus, voilà. Parfois, on est même dans des évocations à la Amblin, avec l'extérieur de la boutique de Rita, j'ai plus le nom de son personnage, Valentina. L'extérieur de sa boutique est quasiment éclairé comme une ouverture de Gremlins par moment, quoi. Donc allons-y à fond dans les couleurs, mais aussi dans le grain de l'image. Nous, en plus, on a eu la chance de le voir en Dolby Cinéma, hein, Dolby Vision, voilà. Ouais. Et essayez si vous avez l'occasion. Il y a carrément une sensation de grain pellicule, en fait, dans le ciel, en fait. Au-dessus des personnages, ça c'est des trucs qui ont dû être faits en post-prod, refaire sortir la texture aussi du sol, parce qu'on parle de ces visions justement de ce New York déblayé, ça devrait être tout blanc ou tout gris, ces plans-là, ça n'est pas blanc et gris, c'est terreux, c'est ocre, tu sens que ça vit, quoi. Et puis pour rester sur les couleurs, il y a aussi, je pense, une symbolique très forte sur les couleurs des costumes, parce que clairement les Sharks sont plutôt dans des tons rouges, orangés, des couleurs chaudes, là où les Jets sont dans des couleurs bleues. Tout à fait. Mais c'était déjà aussi le cas dans le film original. Je l'ai revu hier et ça m'a pas frappé tant que ça. Alors que là, c'était vraiment évident dans le Spielberg et notamment dans la salle dans la salle de danse où là, ça se voit et la seule personne des Sharks qui est en bleu. Non, pas des Sharks. Enfin, bref, il y a un échange à un moment de couleurs entre gangs qui est très symbolique aussi et qui montre le rapprochement entre Maria d'ailleurs, pareil, sur les effets... comment dire, parce que ça, Julien nous éclairera peut-être sur les effets en post-prod, je sais pas, mais
Parce que toujours dans cette idée de dialogue avec le film originel, il y a un truc très artificiel dans le film originel qui est le premier regard qu'échangent les héros. Et en fait, ils sont de chaque côté de la piste de danse, et en gros toutes les lumières s'éteignent et il y a que eux qui sont éclairés en fait en bord cadre. Et là, pas du tout. C'est un chant contre chant où ils sont en train de marcher lentement et on a le reste de la foule qui fait des voiles c'est parce que le shooter est fermé en fait. Oui, mais c'est l'inverse de ce qu'il avait fait sur Ryan en fait. Sauf que là, rien n'est net. La différence entre le flou du premier plan et la netteté de l'acteur ou de l'actrice est tellement gigantesque que je pense pas que ça a été obtenu à même le plateau. Il y a au moins 2 passes quoi. Moi j'y arrive hein. Je veux dire, elle est juste parfaitement totalement définie quoi. Et les autres comédiens, c'est vraiment t'as l'impression qu'ils ont été dessinés au crayon quoi, tellement ils passent vite. Tu peux pas obtenir ça. Il faisait déjà des volets comme ça dans Les Dents de la Mer pour séparer ses chants contre chants. Donc c'est pas nouveau chez lui. Mais là, c'est arrivé à un point d'expressionnisme monstrueux parce qu'effectivement c'est la même idée que le film original, c'est on fait disparaître les autres. L'espace d'un instant, le reste des gens ont disparu. Mais on les fait disparaître différemment. Toute la scène est construite autour de ça, de toute façon. Hein, même quand ils se mettent derrière les bancs et tout, c'est incroyable parce que t'es vraiment avec eux en fait. Et en fait, t'es la seule personne avec eux en fait. Le reste n'existe plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est bref. Mais qu'il y a un truc aussi de Spielberg, hein, de te valoriser le regard du spectateur, de te dire toi t'es en train de regarder qui est la fin des Aventures de l'Arche perdue, toi t'es en train de voir un truc, d'assister à un truc, normalement tu devrais pas le voir, mais grâce au cinéma tu vas pouvoir le voir. Mais de toute façon c'est ça le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma c'est questionner le langage du cinéma, c'est questionner la place du spectateur dans le récit en fait, tout bêtement quoi. Et peut-être aussi un truc aussi sur la chorégraphie, c'est-à-dire que Stéphane parlait de son problème avec de rentrer en fait dans la comédie musicale et moi c'est plus sur la musique les livrets les trucs comme ça, c'est pas les chorégraphies parce que je me souviens que t'avais un problème avec les chorégraphies des mauvais garçons qui se battent en chorégraphie sur le Robert Wise. Je me rappelle que tu m'avais dit ça, mais je me trompe peut-être. Ouais, mais ça c'est peut-être plus parce que c'est un truc qui a 60 ans et que c'est fait différemment. Là dans ce film là par exemple c'est encore autre chose, mais c'est pas tellement en fait c'est ça qui est génial, c'est que je trouve qu'il l'assume énormément le côté chorégraphique, y compris dans les combats, y compris au début. Moi j'avais un peu peur de ça, c'est une facilité. Et le mec se bat. Bon. Et non, c'est hyper chorégraphié. Et en même temps, il arrive à te rendre le truc pas chorégraphié en fait. Enfin, il y a quand même, malgré tout, il arrive à te donner une espèce de brutalité. Voilà, c'est le terme que je cherche. Oui, d'ailleurs, on n'a pas donné le nom du chorégraphe. Hein, donc c'était Jerome Robbins hein, sur le Wise, et là c'est Justin Peck. Alors moi, je connais pas. Sa carrière, hein. Je suis pas du tout un spécialiste de Broadway, mais il y a aussi une forme de tentative de dialogue avec la chorégraphie originelle, parce qu'ils reprennent des figures, carrément, bien sûr, mais comme tu l'as dit, en les rendant un peu plus entre guillemets rock'n'roll quoi. Oui, il y a un côté effectivement plus brutal et qui est clairement assumé. Viscéral, ouais. Parce que la comédie musicale, c'est ça, on en avait déjà parlé sur Edgar Wright, c'est aussi à un moment de ta vie où les mots ne suffisent plus. Le langage habituel ne suffit plus. Et tout à coup, grâce à la danse, à la musique et au chant, tu vas pouvoir exprimer Tonight, c'est ça. Hein, ouais. Tu vas pouvoir exprimer America, c'est ça. Coup, tu vas pouvoir exprimer des trucs qui te dépassent. Est-ce qu'on sait si Ansel Elgort a été choisi en fonction de Baby Driver ? Possible, ils se connaissent très bien avec Edgar Wright, ils échangent beaucoup. Non, mais au-delà de fait que Spielberg et lui se connaissent. Je crois qu'il y avait Isa Gonzalez. Le fait qu'ils l'ont vu dans une comédie musicale, quoi, si tu veux. Il y avait Isa Gonzalez qui avait été. Rafik, je me permets juste un petit point. Sur Baby Driver, Ansel Elgort avait justement été casté parce qu'il a une formation de danseur. Oui, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est tout naturellement pour cette raison qu'il se retrouve sur West Side Story. Technique, messieurs, dames. Et il repart avec un petit pas de 2, tout à fait élégant. Mais alors, oui, je pense que oui, et d'autant plus que je crois me souvenir que Isa Gonzalez là, et heureusement qu'il l'a pas prise, moi je trouve qu'elle est nulle cette meuf, mais qui joue donc dans Baby Driver, était pressentie pour Maria. J'ai vu ça. Ouais, mais je sais pas si le personnage, pour le coup, mais elle t'a chié. Alors là, laisse tomber. C'est même pas une question de qualité d'actrice, hein, c'est que je pense qu'elle est pour le coup, elle a beaucoup trop d'attitude en fait pour jouer ce rôle là quoi. Je vais juste terminer sur un truc et puis on va peut-être boucler là. Je suis désolé, je prends un peu parce que là je vois qu'en fait ça fait quand même 55 minutes qu'on parle.
là. Alain fait des grands signes. Ouais, mais... voilà, depuis tout à l'heure, quoi. Ça va, on n'est Mais pas, moi, on n'est pas sur un Steven Spielberg, les mecs. Pourquoi on a fait si long? C'est vrai. Non, mais Puis on a eu un quart d'heure sur déjà vu tout ça. Alors, ça va, hein. C'est vrai que t'as pris la place, Raph. Mais non, en fait, sur l'aspect chorégraphique aussi, c'est que pour moi, même plus que l'aspect rock'n'roll, même plus que tout ça, c'est qu'il y a une espèce de vélocité absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un plan, moi, qui m'a scotché au début, mais le plan seul ne fonctionne pas, en fait. C'est vraiment dans la chorégraphie du truc. C'est ce truc où, à un moment donné, t'as un des personnages qui tombe vers la caméra et que les mecs rattrapent au dernier moment. Et en fait, ils tombent vraiment à deux doigts, en fait. Et toi, t'es là, tu te dis, mais je vais me le prendre dans la gueule, en fait, le mec, quoi. Et ce truc-là, bah, en fait, c'est pour rebondir sur ce que disait Julien, il n'y a pas ça dans le Robert Wise, en fait. C'est-à-dire que... Non, mais ça, c'est sûr. C'est pas un reproche vis-à-vis du Robert Wise, mais c'est vraiment un truc de dire que, oui, en fait, il y a des chorégraphies qu'on pourrait effectivement qualifier de à l'ancienne, mais en fait, tout ce qu'il y a autour aussi, en fait, ne l'est pas du tout. Et du coup, en gros, c'est cet alliage, en fait, qui fait les deux, comment dire, voilà. Mais moi, encore une fois, le Robert Wise, je le mets de côté parce que je l'ai pas revu depuis 20 ans. Et, moi, je vais sortir une hérésie parce que on n'est plus à ça près, parce que moi, j'ai déjà dit que je sais pas si j'arriverai à voir aussi bien le Robert Wise après avoir vu ça et tout qu'avant. Je pense que si, mais bon, voilà. Mais il y a un truc aussi, c'est que une réflexion que je me suis faite, c'est que moi, Duel, Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, Les Aventures perdues, E.T., ça fait partie de mon cœur. Je les emporterai dans la tombe, moi, ces films-là. Ça fait partie intrinsèquement de ma vie. Mais, vous savez ce qu'on dit, tout ce qui est avant le mais ne compte pas, là. Il y a un truc quand même. C'est que Spielberg, encore une fois, il a plus de 70 ballets. Il a tourné tout le temps. Et puis, il a touché au cinéma virtuel et tout. Et je trouve qu'il a une maîtrise aujourd'hui de la mise en scène qui dépasse ce qu'il avait fait à ses débuts, y compris dans ces chefs-d'œuvre-là atemporels. Il y a un truc... Il a les outils aussi. Peut-être, Raph, mais je pense pas qu'il y ait que ça, en fait. Non, il n'y a pas que ça. Parce que la caméra était déjà très mobile et tout. Il y a 40 ans d'expérience en plus. Mais c'est hallucinant de voir le degré de maîtrise du gars. Tu donnes à un mec qui a trimballé des machines à laver pour filmer ses premiers films, tu lui donnes des caméras légères et ultra précises, évidemment, qui va voler, qui va... Voilà. Je voulais juste noter un truc... Excuse-moi, t'as cité Piège de cristal en début. Oui. Piège de cristal, c'est pas un secret, c'est mon film préféré. Maintenant, si tu regardes Thomas Crown, par exemple, qui a été fait 10 ans après, si tu regardes la mise en scène de Thomas Crown, elle est beaucoup plus virtuose que celle de Die Hard. Et du coup, en fait, ça veut pas dire que c'est un meilleur film, c'est pas automatique, mais en fait, en tout cas, ce qui est clair, c'est que voilà, en fait, quand quelqu'un est en pleine possession de ses moyens et qu'il avance avec son expérience, et bah forcément, voilà, ça se Je voulais sent. juste noter un truc parce que je pense pas que ça va être forcément dit par d'autres. Parce qu'on n'est pas encore filmé, donc Alain a sorti sa corde pour toujours dans cette idée de revenir à la source, en fait, pour Spielberg. Le premier cinéaste d'envergure à avoir reconnu le talent de Spielberg, c'est Jerry Lewis, qui avait adoré son court-métrage, son moyen-métrage Amblin. Et en fait, à ma grande surprise, la scène I Feel Pretty, qui est une scène que j'aime beaucoup dans le film original, cette fois-ci se déroule dans un magasin. Une sorte de galerie Lafayette. Voilà, qu'elles sont en train de nettoyer, et elles reprennent les... Quelle idée brillante. Et elles jouent avec les mannequins. C'est mieux dans Anger Management. Et je pense sincèrement que c'est un renvoi au Dingue du Palace et au Tombeur de ces dames de Jerry Lewis, qui étaient des films extrêmement chorégraphiés aussi. Bah ouais. Bon, je crois qu'on va pouvoir arrêter. Alain, tu vas pouvoir respirer. Si vous voulez vous faire votre propre avis, West Side Story est sorti en salle ce 8 décembre. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments. Dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de SOS Fantôme, l'héritage réalisé par Jason Reitman. Alors, est-ce que ressortir les fantômes du placard, ça vous a plu ? Allez, on ne fait pas durer le suspense. Alain, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, nos auditeurs ? Qu'entends-je, couis-je ? Paul Feig, un cinéaste très intéressant. Stéphane, tu ne peux pas dire ça. J'ai les oreilles qui saignent. Rafik, je te rejoins quand tu parles des intentions du film. J'ai l'impression que c'est un film qui a été fait par devoir, en fait. Comme s'il le devait à Harold Ramis. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du personnage d'Egon Spengler. C'est très touchant. Je suis vachement d'accord avec ce que vous avez dit par rapport au podcast. Les enfants jouent très bien.
Vraiment, surtout l'actrice qui joue la petite fille d'Egon Spengler et l'acteur qui joue le podcast, ils sont vraiment excellents. Mais c'est vrai que le côté fan service deuxième partie m'a vraiment gonflé. Salut Capture, je sors de SOS Fantôme. J'avais écouté le podcast avant. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que je me suis retrouvé à être complètement d'accord avec tout ce qui avait été dit dans l'émission. Notamment avec un début qui développait bien ses personnages, une bonne relation entre la petite fille et le fantôme du grand-père. Le personnage de la mère que je trouvais assez touchant, assez intéressant et qui se retrouve à être Sigourney Weaver et qui rejoue exactement les mêmes scènes, en moins bien. Le même sentiment de gâchis, même si j'ai trouvé que le film était pas désagréable à regarder. Merci pour tous les podcasts, à plus. Je voulais vous dire que votre critique sur SOS Fantôme, l'héritage, est brillante et mûre. C'est l'une des rares que j'entends vraiment de bonne qualité. Je voulais revenir sur Elmer Bernstein. Je trouve vraiment que là aussi c'est scandaleux ce qu'ils ont fait, d'avoir posé les thèmes de Bernstein vraiment comme des pâtés à des moments où la musique ne collait pas du tout avec la situation. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et sinon, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pourrais en rajouter des tonnes tellement je suis fan du premier de 84 et je me suis senti dragué et insulté quand j'ai vu l'héritage. Salut la team Capture, c'est Thomas ici. Écoutez, nous on est allé le voir, le Ghostbusters Afterlife, on est plutôt d'accord avec vous, c'est vraiment un moment nostalgique assez agréable, même si la fin est beaucoup trop grasse et que ça déborde de partout. Et on adore les petits bibadom chamallows qui se trucident dans la joie, l'allégresse et la bonne humeur, ça c'était quand même mignon. On en profite pour dire que McKenna Grace a un charisme impressionnant et qu'elle porte le film toute seule sur ses petites épaules et que c'est un petit peu un exploit. Voilà, on espère juste qu'on n'aura pas plus de films de merde d'ici la fin de l'année, sinon on va finir par déménager des salles de cinéma. Non, attends, nous n'allons pas déménager, c'est eux qui vont le faire. C'est qui qu'on appelle Capture Mag. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. En cœur, magnifique. On claque un peu les doigts. Merci Clémence. Et merci Alain, à la technique. Merci à vous. Est-ce qu'on saura un jour si c'est du jaune poussin? Oui, je porte un pull. On va dire que c'est du jaune poussin. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon ou notre Tipeee. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez aussi parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast, ça nous aidera à les faire ressortir dans les moteurs de recherche et puis vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut! Push.